Le mouvement de grève s'intensifie dans le secteur public au Québec. Les infirmières membres de la FIC sortent dans la rue aujourd'hui. Elles sont 85 000 membres de leur syndicat qui regroupe aussi d'autres professionnels de la santé. Ils s'ajoutent donc aux enseignants de la Fédération autonome de l'enseignement et aux membres des 4 syndicats du Front commun. Ça veut dire que toutes les écoles primaires et secondaires publiques sont fermées et que les hôpitaux roulent au ralenti. Bonjour, bon début de semaine. Bienvenue à l'émission. Ce qui roule aussi au ralenti, c'est la négociation, semble-t-il, du moins s'il faut en croire les syndicats. On ne sent pas au gouvernement l'urgence d'agir, ont-ils dit en fin de semaine. Ils ont toujours la pédale au fond. Michel, Jean-François et Françoise. Dimitri est absent aujourd'hui et non, il n'est pas sur un piquet de grève, il est juste absent. À vous trois, bon début de semaine. Salut! Salut! On aimerait ça voir ça, Dimitri, sur un piquet de grève. Oui, mais je pense pas qu'on va le voir. OK. De sitôt, en tout cas. D'accord. Revenons un peu sur la grève. Donc, 600 000 employés de l'État ou presque qui sont en grève aujourd'hui. Voici 2 réactions de représentants syndicaux. C'est vraiment le mot préféré, ça, de M. Legault, la flexibilité. Ben, tabarouette, on aurait aimé ça que ces représentants patronaux aux tables sectorielles soient flexibles et qu'ils négocient en fin de semaine. Ils ont refusé de négocier en fin de semaine. C'est quoi le problème, là? Le réseau de la santé, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours semaine. 365 jours par année, puis nous autres, on voit pas encore, le gouvernement voit pas encore l'urgence de négocier, même les fins de semaine. Les membres de la FAE ont été floués. Notre mouvement n'a pas produit l'ouverture qui nous avait été promise. Alors, au final, en fin de semaine, on a perdu un temps précieux. Les jours passés sans négocier sont inacceptables, alors qu'on entre dans notre 13e jour de grève générale illimitée, puis qu'il y a 1 demi-million d'enfants qui ne sont pas à l'école aujourd'hui. OK, 2 petites précisions. Ça a négocié en fin de semaine, pas nécessairement à toutes les tables sectorielles. Il y en a près d'une 60aine de tables sectorielles. Et dans le cas de la FAE, ils ont fait une contre-proposition. Ils se sont fait dire qu'on ne voulait pas parler de leur contre-proposition, mais d'autres choses. Bref, on comprend que ça tourne un peu au ralenti, mais je précise, on n'a que la version syndicale. Au gouvernement, c'est silence radio ou presque, à part quelques petits messages sur les réseaux sociaux. Michel, la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que c'est réaliste de régler avant Noël? Avec ce que vous savez, puis on ne sait pas tout, quelle est votre réponse? C'est encore possible, mais chaque jour qui passe rend ça plus difficile. Je vous avoue, Sébastien, que c'est un peu à perdre son latin, mais je vais tenter une explication. Et mes collègues pourront juger si c'est bon ou pas. On a commencé avec l'organisation du travail. On a essayé de trouver des terrains d'entente. On n'en a pas trouvé. De façon assez surprenante, la semaine dernière, le gouvernement a fait une contre-offre salariale. Et même vendredi, M. Legault dit il y a encore un peu d'espace. Voilà. Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'on pourrait s'entendre sur le salaire, mais que le gouvernement est intransigeant, je vais utiliser ce mot, sur ce qu'il appelle la flexibilité et la souplesse. Cette flexibilité et la souplesse, moi, je la traduis par donner plus de pouvoir aux gestionnaires. Et on voit ça surtout avec la réforme en santé, par exemple. Un seul employeur et le premier ministre et le ministre Dubé insistent beaucoup sur l'importance pour les gestionnaires de prendre des décisions de mobilité du personnel, par exemple, d'un hôpital à l'autre ou d'une région à l'autre. Et là, on sent que le gouvernement vraiment est ferme dans ses propositions. Je reviens à l'éducation. La présidente de la FAE, ce matin, dit « Écoutez, nous, on a accepté d'ouvrir ce qu'on appelle les ententes locales, et commission scolaire par commission scolaire, puis on a fait une avancée importante sur l'affectation des professeurs au mois de juin. » Puis elle dit « Nous, on croyait fermement, d'après ce que le gouvernement nous disait, que ça pouvait déboucher sur une entente. Or, ce qu'elle nous dit, on n'est pas là, mais ce qu'elle nous dit, c'est que non seulement ça ne débouche pas sur une entente, mais le gouvernement dit « Ah, c'est pas assez. Télétravail, on ne veut pas aller là. »
Alors là, je dis, le gouvernement est très, très intransigeant et ferme sur tout ce qui s'appelle organisation du travail. Il espère que le temps passe. Il espère que les grévistes en peuvent plus, surtout ceux qui ne sont pas payés. Donc, et espère que les parents n'en puissent plus non plus. Donc, on joue l'horloge. Donc, on joue l'horloge, mais je suis même plus certaine, Sébastien, que le gouvernement, ça le dérange qu'on ne règle pas à Noël. Je vais vous dire pourquoi. Ils sont très bas dans les sondages. Alors, nous, chroniqueurs, on pourrait dire ça n'a pas de bon sens qu'ils ne règlent pas. Ils vont encore baisser dans les sondages, sont déjà très bas. Mais savez-vous quoi? On pourrait se dire aussi, si on est au gouvernement, on est tellement bas qu'on va tenir notre bout, on va gagner notre point, parce que de toute façon, on a 3 ans devant nous. Et ce qui va être important, c'est de livrer des résultats. Et eux sont convaincus qu'en santé, qu'en éducation, avec les lois qui viennent de passer de force, ou presque, bien, ils sont convaincus qu'ils vont pouvoir, avant les élections, offrir aux citoyens une amélioration des services et offrir les résultats qu'ils nous promettent. C'est ça la question ce matin. En même temps, Jean-François, est-ce qu'il n'y a pas un danger pour le gouvernement à prolonger ça, que les gens ne les appuient plus, c'est-à-dire que les parents tiennent le gouvernement responsable du cul-de-sac de la négociation? Jean-François. Je trouve que la démonstration de Michel est extrêmement convaincante sur tous les points. Alors, ce que j'ajouterais, c'est que, effectivement, eux, ils se disent, ils voient très bien de 3 mois en 3 mois, on a une autre réalité politique. Et puis, effectivement, s'ils pouvaient démontrer que les choses s'améliorent d'ici 3 ans, ça pourrait les aider. Maintenant, ils sont convaincus de ça. Et moi, je dis, c'est une conviction qui est extrêmement fragile parce que ce qui demande à la fois à la santé et à l'éducation, c'est une réduction de l'autonomie professionnelle des gens qui y travaillent. Et une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent plus travailler en éducation et en santé, c'est qu'ils manquent d'autonomie, de reconnaissance. Et donc, on entendait des syndicalistes du côté de la FIC dire si c'est vrai qu'ils vont faire de la mobilité et faire en sorte que moi, qui ai 10 ans d'ancienneté puis que je réussis à avoir mes cœurs, que je vais perdre ça, ben je vais démissionner. Je voudrais pas avoir des acquis qui me sont enlevés. Alors, c'est un énorme pari, et puis on ne le saura qu'à l'usage, puis en lisant les libellés précis de ce qui est négocié. Mais il semble que cette idée que des gestionnaires vont réacquérir la capacité de gérer le personnel, parce que qu'est-ce qu'on fait en santé puis en éducation? On gère du personnel, ça veut dire au personnel quoi faire, où être, à quelle heure et comment. Et puisqu'on a des départs, des démissions, des refus d'adhérer parce que les gens ne se trouvent pas bien traités individuellement dans ces réseaux-là, c'est un pari qui me semble extrêmement risqué. Alors, on va voir ça à l'usage. Mais effectivement, ils peuvent décider aussi que dans leur tête, ils sont convaincus que c'est ça que ça prend des gestionnaires avec beaucoup de pouvoir. Les 2 lois sur la santé et l'éducation renforcent le pouvoir des gestionnaires. Ils veulent faire traduire ça dans les conventions collectives. Ils peuvent se dire, bon, ben, on va laisser pourrir la situation jusqu'à ce que les syndiqués n'en puissent plus. Peut-être qu'à la fin, on va leur donner à peu près ce qu'ils veulent sur le salarial en disant signez. Puis si vous ne signez pas, on ira en loi spéciale, ce qui est maintenant très compliqué parce que la Cour suprême les interdit dans plusieurs cas. Mais c'est peut-être effectivement là où on s'en va. Mais moi, je souligne ce risque. Si au lendemain de ces signatures ou de cette imposition, il y a une hausse du nombre de démissions, on aura régressé plutôt qu'avancé. Les signaux syndicaux qu'on a, c'est qu'en effet, sur le salarial, il y a probablement une marge de manœuvre pour s'entendre, mais qu'en effet, là où ça bloque en ce moment, où ça avance pas vite, c'est sur l'organisation du travail. Françoise, est-ce que vous qui connaissez la négo, est-ce qu'il y a un moment donné où, face à un cul-de-sac, les 2 parties se disent on va faire des compromis, puis on va... Est-ce qu'il y a un moment où ça débloque, où c'est comme si on voit que on peut pas aller plus loin, que si on reste campé sur nos positions, on n'avancera pas puis on réglera pas? Puis est-ce que ce moment-là se profile selon vous?
Bien, la semaine passée, je vous aurais dit probablement oui. J'étais relativement optimiste. Là, la façon que ça tourne depuis le week-end, le silence radio du gouvernement, ce qui est rare parce qu'il manquait pas un micro. Là, à chaque fois qu'il y avait un micro en dessous du nez, il nous parlait des négos. Et là, ben, on négocie plus sur la place publique. Je pense que mes collègues ont fait une excellente analyse. Je réfléchissais à tout ça ce week-end, puis je me disais... Je mettais en relief le projet de loi 15 du ministre Dubé avec ce qui se passe présentement. On est, vous vous rappelez de la Révolution tranquille, maintenant on est dans une étape charnière au niveau de nos services publics, que ce soit en santé ou en éducation. Il y a toute une révolution que le gouvernement veut voir parce que après des décennies, on réalise que c'est un échec à beaucoup d'égards dans les deux réseaux. Et qu'il y a eu d'innombrables tentatives de changer tout ça, et ça passe pas. Le secret et l'ingrédient absolument essentiel pour la réussite du projet de loi 15, une fois mis en vigueur, c'est cette fameuse souplesse. Souplesse, on pensait que c'était presque sympathique comme concept. Mais souplesse, Michel y a touché pas mal proche, là. Mais souplesse dans la bouche du gouvernement, c'est dire... On veut plus se faire dire, lorsque vient le temps de prendre une décision, « Hey, tu peux pas, l'article 22.7 de la Convention collective dit que tu n'as pas le droit de faire ça. » Ils en veulent plus de ça. Ils veulent pratiquement plus de convention collective. Alors, quand je vous dis qu'on est dans une étape que les syndicats, eux, voient très bien, mais qui veulent pas nécessairement embarquer sur la place publique, parce qu'il y a beaucoup d'adeptes. Allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir plein de gens qui disent « Hey, c'est le gouvernement, c'est notre argent, c'est eux autres de gouverner, c'est pas aux syndicats de gouverner. » Alors que ce qu'on comprend mal parfois, c'est comment ces conventions collectives font simplement dire qu'est-ce qui se passe dans tous les scénarios inimaginables qu'on a tenté de couvrir pour s'assurer que les choses se fassent correctement, équitablement, qu'il n'y ait pas de passe-droit, qu'il n'y ait pas de favoritisme. On parle beaucoup de redonner le pouvoir aux gestionnaires, mais en fait, la réalité, c'est qu'on parle de redonner le pouvoir au ministre, qui va pouvoir s'impliquer de toutes sortes de façons. Alors, quand je regarde tout ça, puis je mets ça ensemble, est-ce qu'il y a un moment charnière? J'ai comme... Michel y a touché quand elle dit « Le gouvernement ne peut pas être plus bas d'un sondage. Là, il est déjà dans le creux. » Alors, que ça y fasse mal, tout ça, ça peut pas y faire ben plus mal que les Kings, que le troisième lien, etc. Mais ils pensent, honnêtement, eux, que c'est par leur révolution que ça va passer ou ça va casser. Les syndicats n'embarqueront jamais là-dedans, jamais, parce qu'on va reculer comme ça se peut pas. Là. Okay, mais Michel, est-ce qu'on s'entend qu'on veut des meilleurs services de santé et des meilleurs services d'éducation? Puis que le gouvernement a la responsabilité de donner de meilleurs services? Puis il y en a qui vont dire, les syndicats, eux, ils veulent protéger leurs membres. Alors, comment on réconcilie tout ça dans la négociation actuelle? C'est ça l'enjeu, c'est ça le défi. Mais ça, c'est le défi qu'on a toujours eu. C'est pas nouveau. Et ce qui est nouveau, c'est les situations qui évoluent. Parce que, tu sais, j'entendais le ministre Dubé ce week-end dire c'est pas normal qu'il y ait autant d'attentes dans les urgences. Puis s'il y a autant d'attentes, c'est parce que les étages supérieurs les lits sont occupés. Fait qu'il dit là, ce sont les gestionnaires qui vont décider. Moi, je veux bien que les gestionnaires décident. C'est leur rôle, d'une certaine façon, de s'assurer que les services sont efficaces puis sont bien... Mais s'il y a trop de monde aux étages supérieurs, le gestionnaire, il ne fera pas de miracle. Les patients, il ne va pas les mettre dans sa petite poche arrière. Il faut les mettre quelque part, ces patients-là qui sont aux étages supérieurs, parce qu'il n'y a pas assez de place à l'extérieur de l'hôpital. Fait que je trouve que des fois, on donne des explications un peu courtes au public par rapport à cela. Mais là où il faut bien se comprendre, autant les syndicats doivent être moins rigides sur certains aspects, autant les gestionnaires doivent être plus souples sur d'autres aspects. Quand je dis les gestionnaires être plus souples, c'est s'adapter à des réalités du marché du travail 2023. Et c'est ça le défi. Et quand Jean-François dit si on ne tient pas compte de ce que vivent les employés, ils vont démissionner. Ça, là,
c'est pas juste dans le secteur public, c'est vrai dans le privé. Partout. Parlez à n'importe quel employeur, ils vont vous dire que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'exercer ce qu'on appelle le droit de gérance, c'est-à-dire de gérer comme patron et comme ce que le patron pense. Pourquoi? Parce que les employés disent « Non, moi, je vais aller ailleurs, je vais démissionner. » Et les choix des familles sont bien différents des choix des familles d'il y a 20 ans ou d'il y a 25 ans. C'est-à-dire que les familles, la qualité de vie, la conciliation travail-famille, le respect, la bienveillance, c'est toutes des choses qu'on entend maintenant dans le marché du travail, qu'on n'entendait pas il y a 20 ans ou il y a 25 ans, parce que c'est le patron qui établissait les règles, puis on voulait garder notre emploi. Les choses changent. Alors, c'est là le défi, puis pour répondre à votre question, Sébastien, c'est l'obligation pour tant les patrons que les employés, d'être dans un dialogue constant, franc et transparent. Mais Comme ça, partenaire, ça fait plutôt partie que- d'une société, puis c'est complexe, puis c'est pas facile, mais c'est le défi. Mais là, ce qu'on sent pas ce matin, on sent pas que le gouvernement fait des concessions d'aucune façon sur l'organisation du travail. Mais- Puis là, il dit, bien, je vais vous payer plus cher, mais je vais garder mes demandes patronales sur l'organisation du travail. OK. C'est quand même fort, Sébastien, si je peux me permettre, qu'on dise qu'on veut remettre tout entre les mains des gestionnaires, qui reprennent leur pouvoir. Moi, je regarde en santé, par exemple. La plupart des gestionnaires sont même pas en établissement, sont dans des beaux gros buildings là, d'administrateurs, et ils trônent là, puis ils sont supposés d'être plus connaissants, selon le ministre Dubé, pour dire aux gens qui travaillent à l'intérieur de l'hôpital X, Y, Z, comment ça devrait se passer sur le terrain. Quand tu as des ambulanciers qui arrivent avec des civières, qui sont obligés d'attendre que la civière se vide, puis que le système s'embourbe, puis que ça finit plus, puis ça bloque d'un bord et l'autre, puis tu as la personne qui est dans un building peut-être 3 kilomètres plus loin, qui va se faire appeler, puis qui va prendre quelle décision exactement. Alors, des fois, là, c'est bien beau, là, c'est les gens qui disent « Ah, ben là, il faut redonner le pouvoir aux dirigeants. » Je veux bien, mais il faudrait peut-être que ces dirigeants-là reviennent Sur le près terrain. de leur... Sur le Sur le terrain plancher. pour voir comment ça se passe aux urgences, à l'étage 1, 2, 3, qu'on prétend qui est complet, mais qu'il y a peut-être plein de lits qui sont vides, pas occupés, mais il y a un manque de personnel. On ne peut pas ouvrir l'étage quand il manque d'infirmières, de médecins, et etc. OK. Donc, à suivre la négociation, on va juste vous remontrer le calendrier parce que ça s'accélère en termes de moyens de pression, en termes de grève à partir d'aujourd'hui. Regardez ça, on est le 11 et donc l'AFAE est en grève générale illimitée. Le Front commun est en grève aussi, ça c'est 4 syndiqués. S'ajoute aujourd'hui et jusqu'à jeudi la FIC. Et à partir de mercredi, SPGQ, c'est nouveau ça, c'est le syndicat professionnel du gouvernement, des professionnels du gouvernement du Québec, des employés de soutien dans les cégeps qui vont déclarer la grève aussi à partir de mercredi, une grève de 3 jours. Mais ça va compliquer la vie dans les cégeps. C'est pas jojo dans les cégeps en ce moment. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.